Bonjour, Dr Boris Dufournet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose très importante et qui est la source de confusion en fait. J'ai croisé ça encore récemment, alors je me suis dit, il faut vraiment que je leur en parle. Cette confusion, c'est syndrome métabolique et résistance à l'insuline, qu'on appelle encore insulinorésistance. Alors le syndrome métabolique, dans les revues scientifiques, les anglo-saxons aiment bien l'appeler SMET. Donc ce syndrome métabolique, qui est, vous le savez, à la base de plein de maladies, et chez Sequoia Santé, on vous en parle souvent, pour ne pas dire tout le temps, et il est très lié à l'insuline. Alors il est lié aussi à d'autres choses, on va en reparler, et il y a un concept qui est celui de résistance à l'insuline, qui émerge depuis déjà quelques décennies. Dans les années 70-74, c'était déjà un concept très bien identifié. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce différent? On va voir ça. Alors, déjà, pourquoi parler de ça? Si l'on ne comprend pas le concept de résistance à l'insuline, eh bien, on peut comprendre à l'envers le syndrome métabolique. En un mot, dans les dernières recommandations d'autorités américaines comme l'American Diabetes Association ou autres, et pour reprendre ces dernières recommandations, l'idée était de dire « Ah oui, le problème c'est comme il y a une résistance à l'insuline ne fonctionne pas dans l'organisme, alors du coup, de toute façon, on peut manger du sucre, ou en tout cas des sucres naturels, entre guillemets, comme les fruits, puisque de toute façon, il y a une résistance à l'insuline, c'est ça la cause du syndrome métabolique et du diabète. Et donc, finalement, vu qu'on n'en connaît pas la cause de cette résistance à l'insuline, on s'arrête là. Alors, première chose extrêmement importante, peut-être s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-là. Lorsque vous voulez stocker du gras, alors on va dessiner une cellule. Alors ça, c'est pour représenter du coup une cellule de graisse, donc elle a ce qu'on appelle le noyau qui contient en fait l'ADN. Ça, c'est tel qu'on la verrait au microscope. Et cette cellule, elle contient un certain nombre de petites choses qu'on appelle des organites ou des organelles. Donc il y a des fameuses mitochondries, par exemple, qui servent à faire de l'énergie dans la cellule, voilà, etc. Bon, il y a un certain nombre de petites choses, mais tout ça est plutôt plaqué sur le côté. Pourquoi? Parce que cette cellule, elle a à l'intérieur comme une espèce d'autres cellules finalement qu'on appelle une vacuole, et cette vacuole est remplie de graisse. Voilà, donc ça, tout ça c'est du gras, et c'est normal parce que son but à cette cellule, c'est de stocker du gras. Et donc on l'appelle en général adipocyte, ça veut dire cellule graisseuse. Et cette cellule graisseuse, pour stocker du gras, il y a un mécanisme indispensable, absolument indispensable, pour que ce gras puisse entrer dans la cellule. Donc je vais le symboliser ici, comme ça. Et donc, pour que ce gras puisse rentrer dans la cellule et puisse être stocké, parce qu'il y a une forme de stockage de ce gras qu'on appelle les triglycérides, c'est comme une marguerite à trois pétales qui sont tenus par un cœur au milieu, qui est du glycérol. Voilà. Et donc, pour stocker sous forme de triglycérides, c'est la forme de stockage normale des graisses, il y a une hormone obligatoire, sans quoi c'est impossible, qui va intervenir, et vous en doutez, c'est l'insuline. Donc cette insuline va agir pour permettre que ça entre dans la cellule graisseuse et que ça se stocke. Enfin, elle intervient à différents niveaux, et elle intervient d'ailleurs à un autre niveau, c'est-à-dire que ce gras, il peut venir de l'alimentation, mais la plupart du temps, il ne vient pas du tout de l'alimentation. En fait, l'essentiel de ce gras, il provient de toute autre chose. Donc l'essentiel de ce gras, en fait, c'est du glucose, c'est-à-dire du sucre, des sucres. Le glucose, c'est un sucre très simple, et donc la plupart des sucres vont pouvoir, à un moment donné, être convertis en glucose, sauf le fructose qui va créer d'autres problèmes directement dans le foie. Et donc, notamment dans le foie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce glucose va être transformé en graisse, et cette graisse va être stockée derrière, et il est transformé grâce à, vous avez deviné, notre insuline. Voilà, donc, que ce soit pour faire du gras et stocker ce gras, l'insuline est une hormone obligatoire, absolument obligatoire.
Donc, si vous voulez grossir, si vous voulez stocker du gras, eh bien, il vous faut obligatoirement des taux d'insuline élevés. Si les taux d'insuline se mettaient à diminuer pour différentes raisons, là, à ce moment-là, elle ne pourrait plus permettre de faire ces actions-là. Et donc, du coup, on ne pourrait plus transformer le sucre en graisse, ou très peu, et on ne pourrait plus stocker ces graisses dans nos cellules graisseuses, mais aussi dans d'autres organes comme le foie qui devient gras, c'est la fameuse stéatose hépatique que vous connaissez. Voilà, donc cette insuline, c'est elle qui va permettre ça. Et du coup, si votre insuline augmente, alors évidemment, elle va transformer davantage de sucre en graisse et elle va faire stocker davantage de graisse. Donc si j'augmente mes taux d'insuline, je vais augmenter mon gras. Voilà. Et donc c'est tout l'enjeu de ces régimes pauvres en sucre, c'est de faire diminuer ces taux d'insuline. Donc ça, c'est le message essentiel. Pas d'insuline, pas de gras stockable. Déjà, c'est la base. Et donc revenons-en à notre résistance à l'insuline. En fait, là, ce dont je parle, c'est une augmentation de l'insuline qu'on appelle, qui est, comme vous le savez, on en parle tout le temps, l'hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, c'est l'augmentation de la concentration d'insuline dans le sang. Et donc, c'est exactement ce qu'on a vu ici, l'hyperinsulinisme, pour le coup. Hein. C'est ce qu'on a vu là. Donc, cette augmentation des taux d'insuline. Voilà. Et donc, cet hyperinsulinisme, très clairement, il va entraîner des problèmes liés donc au stockage du gras, mais il a d'autres conséquences qu'on va détailler dans un instant. Donc parmi ces autres conséquences, l'hyperinsulinisme va notamment entraîner cette prise de gras. Alors cette prise de gras, elle va se manifester par une augmentation du périmètre abdominal parce que c'est du gras dans nos cellules graisseuses, mais aussi dans nos organes comme le foie, parce que là j'ai dessiné une cellule graisseuse, hein, et un adipocyte, mais il se passe la même chose dans la stéatose hépatique. Et donc cet hyperinsulinisme, sa première conséquence, qui est cette flèche numéro 1 ici, c'est de stocker du gras, donc c'est la stéatose hépatique, et c'est l'augmentation du périmètre abdominal qu'on peut mesurer par le tour de taille, ou ce qu'on appelle encore le périmètre abdominal. Et on vous en parle dans une vidéo où on vous dit que l'indice de masse corporelle est un très mauvais indice et qu'il vaut mieux mesurer votre tour de taille et éventuellement faire un rapport tour de taille sur taille, et je vous montre dans cette vidéo comment le mesurer. C'est très simple, il faut juste connaître un détail. Voilà, donc ça c'est augmentation du tour de taille notamment. Hein. Bien sûr, ça ne se résume pas à ça, mais pourquoi je le mets? Parce que c'est un des symptômes du syndrome métabolique. Dans ce syndrome métabolique, qui est quand même la base de nos problèmes et de cette vidéo, et cet hyperinsulinisme, donc cette augmentation de la quantité d'insuline qui se balade dans le sang, et en fait elle va jouer sur les artères, sur les vaisseaux, de différentes façons. Deux principales, un avec une action directe sur les artères, et deuxièmement sur le rein, en diminuant le travail du rein, ce qui fait que le rein fonctionnant moins bien, hein, si on symbolise notre rein en forme de haricot, et donc il va sécréter de l'urine, bien sûr, et en sécrétant de l'urine, en fait, le rein sait diminuer la pression artérielle, si besoin, ou faire en sorte de la réaugmenter. Donc on va perdre de l'eau et du sel, plus ou moins, de façon plus ou moins importante, en fonction des besoins du volume sanguin. Voilà. Et donc ce volume sanguin, il contient le même nombre de globules rouges. Simplement, si j'ai plus d'eau dans le sang, la pression artérielle va augmenter. Si j'ai moins d'eau, elle va diminuer tout simplement. Et donc l'hyperinsulinisme va diminuer ce travail du rein qui est de faire partir de l'eau et du sel, ce qu'on appelle la diurèse. Et donc l'hyperinsulinisme va, alors je suis un peu sévère, je mets une croix, mais en fait va diminuer ce travail rénal. Ce qui fait que par cette action-là, plus l'action sur les artères, qui ressemblent quasiment à deux tuyaux l'un dans l'autre, un tuyau au milieu qui a pour but que ça passe de façon fluide et qu'il n'y ait pas de caillots qui se forment, et un tuyau autour qui est un tuyau musculaire, qui permet de régler, hein, de pincer l'artère si besoin, pour en diminuer le calibre et pour en diminuer le débit. Donc on peut parfois resserrer cette artère, hein, ce qu'on appelle une vasoconstriction. Et donc de la même façon, il va agir sur les artères et les deux vont
entraîner une augmentation de la pression artérielle, même au repos. Augmentation de cette pression artérielle. Alors, il y a des valeurs pour le tour de taille, il y a des valeurs pour la pression artérielle, mais ces valeurs sont absolument arbitraires, vous le savez très bien maintenant, vous avez l'habitude sur notre chaîne, donc je ne vais pas m'amuser avec ces valeurs, c'est le sens qu'il faut comprendre. Autre symptôme du syndrome métabolique, c'est l'augmentation de la glycémie, c'est-à-dire un mauvais contrôle de la glycémie. Et alors là ça devient intéressant parce que c'est aussi lié à l'hyperinsulinisme. C'est-à-dire qu'en fait, à force de manger des glucides, qui est quand même le point de départ, puisque c'est le glucose qui entraîne des pics d'insuline, le fait de manger du gras ne fait pas sécréter d'insuline, donc c'est le glucose qui est le coupable, et tous les sucres en général bien sûr, eh bien ce glucose va faire sécréter beaucoup d'insuline, et donc au bout d'un moment, le pancréas va sécréter tout ce qu'il peut, et il va finir par être dépassé, et ne va plus pouvoir sécréter davantage d'insuline, et donc à un moment donné, la glycémie va augmenter. Mais ça peut faire intervenir effectivement, et c'est souvent le cas, une résistance à l'insuline. Et c'est là qu'elle intervient, cette résistance à l'insuline. À force de sécréter toujours plus d'insuline, les cellules disent « Ah ben je suis pleine maintenant, hein, c'est fini, moi la vacuole, elle est bombée, je peux plus. » Et donc, comme elle ne peut plus, et que la glycémie augmente parce que vous venez d'ingérer du sucre, et que l'excès de sucre dans le sang est toxique, il va falloir quand même sécréter de l'insuline, toujours plus d'insuline, pour forcer. Vous imaginez comme le wagon d'un train qui est déjà plein, ou d'un métro, et quelqu'un qui va pousser pour faire rentrer des gens, alors qu'il n'y a plus de place. Voilà, et on est vraiment là-dedans. Et donc, du coup, ce faisant, il y a ce phénomène de refus de la cellule de prendre encore plus de sucre déjà transformé en graisse pour le stocker, parce qu'elle est pleine, c'est une manifestation d'une relative résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules se rebellent, disent non, je sais que tu m'as donné l'ordre de faire ça, l'insuline est une hormone, elle est toute puissante, elle donne des ordres, mais la cellule dit non, je ne suis pas d'accord, et c'est ce qui se passe. Donc, troisième symptôme, une augmentation de la glycémie qui n'est pas forcément énorme, et donc on la relie à l'insulinorésistance. Donc là, elle intervient effectivement, et donc soit parce que le pancréas est dépassé, soit parce qu'il y a une résistance à l'insuline, soit les deux, c'est des mécanismes qui vont faire qu'il y a une augmentation de la glycémie. Donc là, les choses sont très claires, l'insulinorésistance n'est pas la cause du syndrome métabolique ici, elle est une conséquence de l'hyperinsulinisme, qui lui-même est la conséquence d'une consommation trop importante de glucides. Jusque-là, on est bien d'accord entre les causes et les conséquences. Ensuite, il nous reste encore deux types de symptômes à voir. Alors, pour définir le syndrome métabolique, parce que son retentissement, il est sur tout le corps. Donc la conséquence directe de ça, de ces cellules pleines, c'est que ces graisses qui vont pour arriver et être stockées sous forme de triglycérides ne vont plus pouvoir être acceptées. Et donc, j'ai une accumulation dans le sang de ces graisses qui vont, parce qu'elles vont s'accumuler, elles vont finir par être transportées dans des particules que vous connaissez très bien, hein, puisque en l'occurrence, ce sont les fameuses particules qui contiennent du cholestérol, hein, le HDL, LDL, etc. Et donc, la composition en triglycérides de ces particules de transport va augmenter. Donc ce quatrième symptôme, c'est l'augmentation des triglycérides. Voilà. Donc les triglycérides augmentent. Normalement, ils sont censés être extrêmement bas parce que les graisses qui circulent dans le sang, en fait, devraient être tout de suite utilisées, stockées si besoin, etc. Là, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus stocker tellement il y en a partout. À cause de cet excès de sucre qui a été transformé en graisse et qui, derrière, tourne dans le sang, qui va circuler, il n'y a rien à voir, oui, quelque part. Et du coup, le problème, c'est que c'est là que des phénomènes d'oxydation vont pouvoir survenir et qu'il va pouvoir y avoir la formation de ces fameux dépôts dans les artères, d'autant que l'insuline, agissant directement, certes, sur la pression artérielle, mais elle agit directement pour créer ce fameux athérome. Et comme on a cru longtemps que c'était les graisses ingérées qui allaient créer ça, en fait, pas du tout, elles sont captées par l'inflammation liée à l'insuline
elle-même, vous l'avez compris, liée à l'excès de glucides. Donc augmentation des triglycérides, donc c'est le témoin direct de cette insulino-résistance. Là aussi, l'augmentation des triglycérides montre qu'il y a beaucoup, d'une part, de transformation de glucose en graisse, et deuxièmement, qu'il y a un refus des cellules de l'accepter. Donc l'augmentation des triglycérides fait intervenir un peu l'insulino-résistance, mais pas seulement. Il y a aussi un excès de production. Une conséquence directe de l'hyperinsulinisme. Et enfin, dernière chose, pour faire simple sur les 5 symptômes de base du syndrome métabolique, c'est un symptôme un peu particulier. En l'occurrence, il s'agit de la diminution de certains types de transporteurs du gras, que ce soit du cholestérol, des acides gras libres, comme on dit, c'est-à-dire les petits ronds, ou des petits ronds entre eux sous forme de triglycérides. Ces fameuses particules de cholestérol, il y en a différents types, soi-disant le mauvais, le bon. En fait, non seulement le mauvais n'est pas mauvais, comme on vous l'a expliqué, on l'a cru longtemps, mais ce n'est pas du tout lui qui est à la base des problèmes vasculaires, c'est l'insuline, plus des graisses oxydées, comme j'en parle dans les huiles végétales, notamment les huiles végétales polyinsaturées, parce qu'elles sont oxydées très facilement, et même au moment où vous ouvrez votre bouteille. Ça, c'est une deuxième raison qui va créer les dépôts. Et puis, il y a d'autres raisons, comme d'autres formes d'inflammation chronique liées soit à l'alimentation, des maladies chroniques, ça peut être aussi des problèmes dentaires, tout ce qui crée une inflammation chronique, et puis bien sûr le tabac et d'une façon générale toutes les fumées qui, comme la pollution d'ailleurs, entraînent une inflammation des parois artérielles. Et donc ce cholestérol, notamment ce qui concerne le HDL, qui est le fameux bon cholestérol, donc tout le cholestérol est bon, bien entendu, il n'y a que les formes oxydées du LDL qui sont toxiques, mais qui n'ont du coup absolument rien à voir avec la quantité. C'est pas parce que vous avez beaucoup de LDL qui va être oxydé, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les gens qui vivent le plus longtemps et qui meurent le plus vieux ont généralement des taux de LDL les plus importants, soi-disant, ce mauvais cholestérol. Bon. Et en revanche, le bon, ce qu'on appelle le bon cholestérol, ce qui est aussi une mauvaise appellation, qui est le HDL. Ce HDL, donc, c'est un transporteur différent qui contient donc du cholestérol, très peu de triglycérides, mais il peut en contenir, etc. Donc, ces particules de HDL, c'est des lipoprotéines, c'est ce que veut dire le L. Le L ici désigne cette chose. Et de haute densité, peu importe. Et ce HDL, il est très important. C'est un marqueur en lui-même et il ne va pas avoir un effet très particulier. C'est un transporteur de graisse, dont du cholestérol. Il transporte en revanche très peu de triglycérides. Ce transporteur qu'on appelle HDL, dans le syndrome métabolique, on a remarqué qu'il était très bas. Donc j'ai une diminution du HDL. Et ça, c'est un véritable problème. Et il a été montré que la diminution du HDL est associée à une mortalité précoce et à des problèmes cardiovasculaires sérieux, très sérieux. Il est indispensable ce HDL. Et là, on n'est plus du tout dans une histoire d'insuline. Même si l'insuline peut jouer légèrement dessus, ça n'est pas du tout la cause de la diminution du HDL. Alors c'est l'exception dans le syndrome métabolique. Cette diminution du HDL est causée par une diminution de la consommation de graisses animales, qui sont notamment des graisses saturées, monoinsaturées, c'est-à-dire oméga 9 en général. Diminution de la consommation des graisses animales. Ah oui, soi-disant, ça crée des maladies cardiovasculaires. Ah bah oui, non seulement c'est totalement faux, mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, la diminution des graisses animales va directement diminuer le HDL qui va derrière être associé aux maladies cardiovasculaires. Donc, pour augmenter, pour contrecarrer ça, il faut manger de la viande rouge et grasse, bien évidemment. Et ça, c'est très intéressant parce que ça n'est pas directement lié à l'insuline. Et puis, il y a parmi les causes, aussi la diminution de l'activité physique. Voilà. Et donc ça, ce sont les deux causes directes de la diminution de mon HDL. Donc au total, quand on dit résistance à l'insuline, oui, il y a une insulino-résistance ou une résistance à l'insuline. Dans le jargon, on dit insulino-résistance, mais c'est la même chose. Il y en a une dans le syndrome métabolique, mais elle est la conséquence de l'hyperinsulinisme. Donc, pour terminer, s'il y avait une flèche, elle irait dans ce sens-là. Et le syndrome métabolique est la manifestation directe
de l'hyperinsulinisme. Donc, syndrome métabolique veut dire qu'il y a hyperinsulinisme, et parce qu'il y a hyperinsulinisme, on peut déclencher une certaine résistance à l'insuline qui va participer aux symptômes. Le fond du problème dans le syndrome métabolique, c'est l'excès d'insuline, mais aussi, comme on l'a vu, la diminution des graisses animales saturées et monoinsaturées et la diminution de l'activité physique. Voilà les véritables causes du syndrome métabolique. Et parmi ces deux grandes familles de causes, l'hyperinsulinisme est lui-même la cause de la résistance à l'insuline et non pas le contraire. Voilà, je ne sais pas si ce format de vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. On pourra en faire d'autres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce qu'on ne va pas assez dans les détails? Voilà, donc faites-nous un retour, ce serait vachement sympa. Et l'objectif, c'était de bien comprendre la notion et l'articulation, les articulations qu'il y a entre le syndrome métabolique, l'hyperinsulinisme et la résistance à l'insuline, parce que ce sont des problèmes majeurs et qui aujourd'hui sont globalement la cause de ces fameux 87% de troubles métaboliques chez les Américains, qui pourtant ont fait beaucoup d'efforts en consommant beaucoup plus de végétaux, beaucoup plus de pain complet, beaucoup plus de céréales complètes, de moins en moins de viande, de moins en moins de graisses saturées, et ce depuis les années 70. Ils fument globalement beaucoup moins, et pour autant, les choses ne s'améliorent pas, elles se dégradent. Voici donc l'enjeu des problèmes liés à l'insuline, qui sont des problèmes liés, vous avez compris, à l'ingestion de glucose. Donc la vraie cause de l'hyperinsulinisme, c'est le glucose, c'est des sucres. Attention au sucre. Voilà, régime low carb, régime cétogène, mais bien formulé avec suffisamment de protéines et de graisses animales. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.